On a quelque chose de commun tous, c'est cet ADN de la solidarité et de la générosité. Parce que les entrepreneurs ne sont pas que là pour aller gagner des profits. Une vie sans engagement est une vie fade. Qu'est-ce qu'on risque ? Obtenir du bonheur ? Le bien de tous et l'affaire de chacun. Vous écoutez Génération Bien Commun. Je suis Thomas Tixier et tous les 15 jours, je reçois un invité qui s'engage au service du bien commun. Ensemble, nous discutons de son parcours, de ce qui l'anime au quotidien et de ses actions concrètes en faveur de la société. Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour à tous, bienvenue chers amis. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Hakim Baka. Bienvenue Hakim, bienvenue sur Génération Bien Commun. Bonjour et merci de m'accueillir. Je suis ravi de t'accueillir, très chers amis. Pour être tout à fait franc, on vient d'enregistrer avec Hakim, mais on a eu des problèmes de son. Du coup, on va redémarrer un peu l'intro, histoire que vous l'ayez. Mais du coup, je partageais avec Hakim que il est né en 83, le jour où Mitterrand présidait l'ouverture de la 22e conférence de l'UNESCO. On disait que voilà, il y a toujours une question un peu d'acculturation, de tradition entre les événements qui avaient lieu avant nous et après nous. Et on se lançait un peu sur la discussion dans Give. Hakim, tu me disais ouais, que, du coup, la culture du don, un peu du seconde main, de la vie des objets, c'était important pour toi, mais pas forcément de culture familiale, quoi. C'est toi qui t'es un peu lancé sur le sujet. Oui, c'est ouais, voilà, ce que je te disais, c'était que c'est très naturel. Enfin, ça a toujours été assez naturel dans mon quotidien, depuis jeune, depuis ado, tu vois, de faire les brocantes, les vides-greniers, de récupérer des objets qui ont je le disais pas comme ça à l'époque évidemment, mais une valeur d'usage, qui peuvent être utilisés. Après, je dirais pas que c'est de culture familiale. Après, comme beaucoup de familles, tu vois, il y a cette culture de faut pas gaspiller, tu vois, il faut aller au bout de ses vêtements jusqu'à les suruser et mettre des pièces dans tous les sens. Voilà, ça moi je suis de cette génération-là, donc peut-être qu'il y a peut-être une origine dans cette manière de consommer. On consommait moins, clairement, ça c'est sûr. Mais voilà, après voilà, je te dis moi c'est une manière de consommer que j'ai c'est très naturel chez moi depuis très longtemps, ça fait voilà plus de 20 ans, hein, j'ai 39 ans. Donc je te dis 25 ans depuis que je m'équipe sans passer par la famille, tu vois. Et voilà, beaucoup de seconde vie, beaucoup de récup. Et encore une fois, en fait, ça me semble extrêmement naturel, tu vois. Je pense que on revient. En fait, c'est ça qui est marrant en ce moment. On revient à des modes de conso qui sont du pur bon sens. On fait tout un foin presque c'est incroyable la seconde vie, tu vois, le reconditionné, tout ça. Alors qu'au final, on rentre rien, tu vois. C'est des trucs qui existaient il y a 30 ans. Tu vois, moi, quand j'étais petit, la télé tombait en panne, le réparateur de télé venait, quoi. Oui, t'en rachetais pas une, tu partais pas à la Fnac. Et aujourd'hui, on te présente ça comme la révolution et il y a des boîtes qui lèvent 50 millions pour faire ça, quoi. Mais est-ce que quelque part, ça implique pas que les objets aient aussi été bien conçus? Pour moi, la différence fondamentale qu'il y a entre aujourd'hui et mes grands-parents, c'est avant tout que, en fait, quand t'achètes un meuble Ikea, tu sais pertinemment que tu vas pas le léguer à tes enfants, quoi. C'est un bon point, c'est vrai. On conçoit différemment. Alors la déviance va jusqu'à a même été jusqu'à on a conçu pour ne pas réparer, tu vois. C'est là où les soucis ont commencé, on va dire. Pas que, hein, mais voilà. Donc au final, tu vois, c'est marrant parce que on me pose souvent la question on me demande presque de me justifier pourquoi la consommation de seconde vie. Alors qu'à l'inverse, on devrait plutôt demander aux gens qui surconsomment de se justifier, tu vois. C'est-à-dire avoir une consommation lié au bon sens, que ce soit sur la nourriture, sur les fringues, sur tout ce qui t'entoure, évidemment, ne devrait pas être justifié. C'est logique, en fait, tu vois. Ça devrait pas être expliqué. Donc, je me l'explique pas. Et je suis content que ce qui peut-être dénoté un petit peu, même par rapport à mon entourage, hein, il y a encore quelques années, qui m'a valu beaucoup de blagues, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, bah ouais, bien sûr. Moi, c'était Hakim la brocante, si tu veux. Enfin, chez moi, c'est un mini musée, quoi. Parce que du coup, paradoxalement, tu vas chercher des objets qui ont eu une vie utile, mais en même temps, tu t'accumules. Alors, pour être très honnête, j'ai un petit côté collectionneur, mais je choisis mes thématiques. Donc, mais je fais pas d'accumulation parce que comme tout le monde, je suis aussi limité dans mon espace. Mais oui, alors ça m'est peut-être arrivé effectivement d'accumuler, mais encore une fois, c'était parce que ça me fait mal au cœur de voir quelque chose qui part à la poubelle, tu vois, qui part au gaspillage pur. Tu vois, je suis vraiment le genre de gars qui à la déchetterie, parce que j'y vais, alors pas pour jeter des produits qui ont une valeur d'usage, mais pour comme beaucoup de gens, des déchets verts, des gravats, des trucs qui ont pas forcément, qui ont aucune valeur d'usage. Je suis le premier, si je vois quelqu'un, tu vois, envoyer quelque chose à la benne, à lui prendre la main, lui dire hop, moi, je le récupère, c'est pourquoi vous le jetez, etc. Ça m'est arrivé encore honnêtement il y a quelques semaines.
J'ai récupéré un bureau d'écolier, pardon, tu sais, années 50, années 60, c'est avec les encriers, etc. Magnifique, tu vois, un truc qui en brocante pourrait partir à 150 balles et le truc partait à la benne. Alors, c'est ultra volumineux, je l'ai récupéré, et voilà, bah oui, ça prend de l'espace, etc. Mais honnêtement, je pouvais pas le laisser partir, tu vois. Je sais pas ce que j'en ferais. Là, pour l'instant, d'abord, je l'ai gardé, là, je l'ai stocké, je vais peut-être le redonner, tu vois. Mais ça me faisait vraiment mal au cœur, tu vois. C'était viscéral. Ouais, je comprends. Ça fait plusieurs fois que tu emploies le mot valeur d'usage. Comment tu définis l'usage? Je pense qu'on l'a tous. Un article, un produit qui a déjà été acheté par une première personne et du coup, on est un peu sur la seconde vie. Mais est-ce que tu quantifies un peu cette valeur? Est-ce qu'un objet, il a plus de valeur d'usage et du coup, il est plus précieux s'il a été utilisé longtemps? Est-ce que c'est mieux s'il a été utilisé pas longtemps? Comment on définit un peu la notion de valeur d'usage? Non, si tu veux, pour moi, la valeur d'usage est surtout liée à l'état et en fait au potentiel d'utilisation, de réutilisation de l'objet. C'est-à-dire que si ton objet il a encore une valeur d'utilisation de 100%, c'est-à-dire s'il remplit toutes les fonctions qu'on lui a données à sa création, il a une valeur d'usage qui est encore super forte. Je vais prendre des extrêmes, mais tu prends un canapé qui a 30 ans, bon, au bout d'un moment, l'assise elle commence à pas être top, les ressorts sont un peu fatigués, tu peux le rehausser, enfin voilà. Tu peux aller au bout, tu peux le réparer, le bricoler, etc. Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, sa valeur d'usage elle sera quasi nulle parce que tu seras au bout de sa vie et voilà, tu pourras revaloriser que les matériaux. Tu as des objets qui sont pas infinis, mais qui, tu vois, par exemple, allez, on va prendre un truc très simple, des couverts. Avant vraiment d'aller au bout de sa valeur d'usage, faut l'user la fourchette. Tu vois, enfin, typiquement, quel intérêt d'acheter des fourchettes neuves, quoi. T'en as, non mais tu fais n'importe quelle brocante, vide-grenier, Emmaüs, Give, évidemment. Un peu de pub pour quand même notre boîte. Faut vraiment l'user, ta fourchette. Donc, la valeur d'usage, elle est pleine pendant une durée qui est extrêmement longue. C'est ça que j'appelle la valeur d'usage. Ouais, ok, d'accord. Ouais, et ça rejoint du coup cette notion d'économie circulaire. T'as évoqué là en 2 secondes Give, du coup cette boîte que t'as lancée avec Florian Blanc en 2016. Tu peux, pour ceux qui connaissent pas un peu Give, nous brosser le mini pitch? Évidemment. Alors Give, c'est une application de dons entre particuliers. Donc l'objectif qu'on avait à l'époque, qui est toujours le cas, et évidemment la mission est toujours la même, mais comment dire, notre champ d'action s'est élargi. C'était que notre mission, c'est qu'aucun objet qui a une valeur d'usage, tu vois, on revient toujours sur la valeur d'usage, finisse à la poubelle. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était le cas pour beaucoup d'objets, parce qu'il y a encore quelques années, si tu veux, le champ des options, des solutions qu'un particulier, qu'un citoyen avait à dispo était assez peu fourni entre la vente et le stockage, la poubelle ou éventuellement l'associatif. Sachant que l'associatif, on l'évoque souvent, mais l'associatif, c'est pas non plus la solution pour tout, parce que eux-mêmes ont des limitations. Nous, on s'est jamais targué de venir en opposition à l'associatif. Au contraire, on vient en complément. Tu vois, ce gisement, ce bassin d'objets qu'on peut utiliser est quasiment pas infini, voilà, mais est gigantesque et il peut être réparti entre plein de filières, qui soient des filières ESS, professionnelles, voilà. Donc nous on s'est rendu compte que t'essaies de vendre, t'arrives pas à vendre, souvent, voilà, le chemin classique. T'essaies de vendre, t'arrives pas à vendre, qu'est-ce que tu fais? Bon bah tu le remets dans un carton, ça équivaut à la poubelle, parce que plus t'attends, plus ton objet perd justement sa valeur d'usage, parce que dans le carton il s'abîme, dans le carton il devient obsolète. Donc voilà, donc mine de rien, quand tu le stockes, c'est quasiment, ça équivaut à long terme à la poubelle. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un usage qui se cantonnait à des rayons, à des cercles de proches, qui étaient le don. Donc en fait, soit tu donnes à des proches, soit tu donnes à des assos. Tu donnes à des proches, au final, et on avait lu des études très sérieuses là-dessus, c'est que au maximum, tu vas tenter de toi qui donne, donc qui est dans un geste vertueux et plein de bon sens, solliciter 3-4 personnes. Et en général, c'est quand même assez peu pour trouver un preneur, donc nous on dit adopteur, pour ton objet. Donc on s'est dit, en fait, il suffit d'augmenter la demande face à ta volonté de donner, et a priori tu trouveras une personne localement qui voudra bien le récupérer et l'utiliser, et du coup lui donner une seconde vie. Donc on s'est dit, bah voilà, très mécaniquement, on va appliquer un peu les mécaniques du marketplace en C2C à cette volonté de donner des gens. On va leur faciliter la vie aussi, parce que pour que les gens donnent plus, il faut aussi que ce soit plus simple, tu vois. Nous, on est toujours parti de ce principe-là, c'est que on peut demander aux gens de faire, de consommer plus durablement, en fait, de faire plein de choses positives. Mais si ça s'accompagne d'usages qui sont beaucoup plus simples, évidemment, t'as une accélération sur ces usages. Si tu leur demandes de faire des efforts, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a voulu augmenter la demande face à cette volonté de donner et le rendre simple. Donc voilà. Donc on a créé Give, qui est une pure marketplace où quand tu veux donner, tu postes une annonce localement. Grâce à la géolocalisation, tous les autres utilisateurs vont voir ce que tu donnes, te contacter, caler un rendez-vous et venir récupérer. C'est un bon coin gratuit, quoi. Exactement. Trop bien.
En vrai, moi, je trouve que c'est une super idée et c'est vrai que, tu vois, j'y pense juste en t'entendant le pitcher. Aujourd'hui, moi, je l'utilise pas, mais c'est vrai qu'en creusant là un peu, en préparant ce podcast, je me suis dit, mais en fait, j'ai 3-4 trucs dans mon garage. Potentiellement, j'allais dire, j'attendais la déchetterie et en fait, je pourrais juste les mettre sur Give et ils ont une valeur d'usage, il n'y a pas de doute. Donc, en fait, ils serviraient. C'est juste que, voilà, moi, ils sont pas à mon goût. Je les ai récupérés par d'autres biais ou autres. Mais on a tous quelque chose à donner. Si tu fais le bilan de tout ce que tu as chez toi et ce que tu utilises réellement, c'est pas dingue. C'est assez impressionnant en effet parce que effectivement si tu regardes tout ce qui s'est passé avec Marie Kondo pendant le confinement, moi je vois, tu vois, ma femme elle fait une reconversion dans ce domaine-là. C'est impressionnant ce qu'elle peut trouver comme objet chez les gens. Mais c'est incroyable. Je crois qu'on a 7000 objets dans un foyer standard. Ah la vache, 7000 objets. Ouais, a priori tu as 7000 objets chez toi. Si tu comptes vraiment tout, hein, justement tout à l'heure on parlait des fourchettes. C'est vraiment gigantesque. Et tu vois, il y a 2 chiffres qui sont assez marrants. Par exemple, il y a, on a en général 2 fois plus de chaussures qu'on croit. Ouais, donc si je te dis, genre, j'ai 6 paires de chaussures, dans les faits, j'en ai probablement 12 à la fois. Sûrement, t'en as 12 ou 15, ouais. Si tu creuses bien. Intéressant. Écoute, je ferai le test en rentrant. J'essaie de le faire un peu mécaniquement dans ma tête, mais j'en oublié. Mais ok, impressionnant. Et en plus, on a tous des biais, tu vois. En fait, on a 2 biais qui sont, il en a plein, mais parmi les biais qu'on a ou les idées reçues. On a toujours peur de manquer, donc on se dit je l'utiliserai, tu vois. On se projette toujours, on fantasme toujours sur je lui trouverai une utilité dans l'avenir. Et au final, moi ça m'est déjà arrivé, hein, sur un déménagement, de transporter des cartons que je n'avais même pas ouverts de l'ancien déménagement. Tu vois, ça c'est un biais. Et aussi, on a aussi un biais, et là c'est une idée reçue comme ça. On se dit qui va utiliser ça, tu vois, qui va récupérer ça. Et au final, tu te rends pas compte à quel point pour toi, un objet qui est insignifiant peut être quelque chose qui est soit très précieux pour quelqu'un d'autre, soit une valeur tout autre dans un grand tout. Par exemple, tu peux très bien sur Give donner une petite pièce, j'exagère, mais un boulon, tu vois. Et au final, tu dis, mais qui va récupérer un boulon? Et ça se trouve, t'as quelqu'un qui, lui, cherche ce boulon unique qui, tu vois, qui va lui permettre de réparer quelque chose, tu vois. Ou alors, il est en train d'en chercher 3, il va récupérer 3 boulons chez quelqu'un. J'exagère, hein, mais... Non, mais je sais très bien, si tu fais du modélisme un peu en maquette, exactement ça. En fait, tu as besoin d'un truc qui est fluidité et tu vas balancer, par exemple, ceux qui font des maquettes de train, tu vas balancer un wagon entier parce qu'en fait, il te manque une petite pièce. Et en fait, le train, le reste va bien, quoi, mais juste, elle est plus fabriquée. Donc, si tu la trouves pas sur un marché un peu secondaire, bah, t'es condamné à t'acheter une imprimante 3D et à fabriquer la pièce. C'est exactement ça. Tu vois, en ce moment, on discute beaucoup avec, alors, peut-être qu'on y reviendra ou pas, mais on commence à basculer en B2B, on commence à parler avec beaucoup d'enseignes, etc. Tu vois, le secteur du bricolage, c'est un secteur sur lequel, quand tu achètes des matériaux, tu ne peux jamais acheter pile poil des matériaux. Tu vois, acheter du carrelage au carreau près, ça n'existe pas. Mais à côté de ça, du coup, tu as toujours des restes. Ces restes, tu ne sais pas quoi en faire. Mais il y a plein de sujets comme ça. Et pour le coup, tu peux poster 8 carreaux. Crois-moi que tu as peut-être quelqu'un qui est en train de retourner tout Internet pour retrouver et qui veut pas s'acheter le paquet entier de carrelage et qui cherche juste les 4 carreaux qui lui manquent parce qu'il en a pété, tu vois, 2-3. Ouais, ou qui veut pas changer tout le carrelage de sa cuisine juste parce qu'il y a un angle qui est abîmé. C'est exactement ça. En fait, tu as plein d'objets comme ça qui t'as l'impression, mais qui va récupérer ça? C'est trop petit, trop petite quantité, pas de valeur sur la revente. Et en fait, je te jure que, et ça, c'est un peu toute la beauté d'Internet, si tu exposes cet objet à une demande, à une audience suffisante, tu trouves quasiment toujours preneur. Et ça veut dire que, attends, comment sur Give, vous avez réussi du coup à atteindre un peu cette masse critique pour que tu trouves un repreneur? Ça a été quoi un peu vos leviers de croissance aujourd'hui? Parce que quand Give s'est créé, il n'y avait pas spécialement de secteur porteur. Les gens, on avait un peu de gratuit sur le Bon Coin, mais c'était quand même assez light. Ouais, t'as raison, c'était light. Il y avait un peu de gratuit sur le Bon Coin, mais à l'époque, le Bon Coin, alors maintenant, tu peux poster des dons sur le Bon Coin, mais de notre point de vue, c'est pas forcément le bon endroit parce que c'est une plateforme de vente et c'est pas les mêmes codes. Et à l'époque, je suis même pas sûr que de mémoire, tu pouvais pas vraiment poster sur le Bon Coin. Soit tu mettais à 1 €, soit rien. Oui, c'est ça. En gros, tu mettais. Il n'y avait pas 0, il y avait pas, voilà, donc le truc était pas très clair. Nous, le point de départ, si tu veux, on a vraiment essayé de comprendre les spécificités de l'usage avant de réfléchir à un produit. Donc, l'application on n'a pas réfléchi à l'application au premier jour du projet. Ouais, c'est les fameux Facebook de adopter un objet du début. Ouais, c'est exactement ça. En fait, on a créé des groupes Facebook partout en France qu'on a fait grossir de manière très organique. Et d'ailleurs, c'est encore ce qu'on fait avec Give. On ne fait pas de publicité, tu vois, c'est que de la croissance organique. Et en fait, ça nous a permis d'observer à assez grande échelle comment les gens donnaient, ce que les gens voulaient donner et surtout quelle expérience ils voulaient vivre. Et au final, cette expérience qui était dégradée dans les groupes Facebook, parce que Facebook est pas du tout fait pour ça, en fait, on en a compris les enjeux et on les a intégrés dans Give, tu vois, dans des fonctionnalités spécialisées, dans
vraiment très très précises. Et dans cet environnement qu'on a créé, qu'on veut de confiance, bienveillant, enfin voilà, ludique aussi. Tu vois, on essaye de rendre le sujet aussi léger. Une de nos convictions aussi, c'est qu'on peut parler d'éco-responsabilité, on peut parler de gestes positifs sans aller toujours, sans être anxiogène, sans être culpabilisant. Enfin, tu vois. Donc sur Give, voilà, on a intentionnellement, on a créé un univers assez coloré, tu vois, avec assez ludique, un peu gamifié. Les gens font, pour certains d'ailleurs, une bonne action sans s'en rendre compte, quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait du coup basculer de... Donc il y a ces fameux groupes Facebook, vous réalisez qu'il y a un marché, et derrière, toi tu changes de job, quoi. Tu plaques tout et tu lances ta boîte. Ouais, c'est pas ma première tentative. Parce que, alors c'est la première fois que je plaquais mon job, ou du moins que les planètes étaient alignées pour que, à un moment donné, dans mon activité professionnelle, j'ai eu une opportunité de m'y mettre à plein temps. Mais depuis ma sortie d'école, j'enchaîne les idées et les projets. Alors c'est des petits trucs à chaque fois, et honnêtement, avec du recul, j'avais pas la bonne méthode, je savais pas trop comment m'y prendre. L'entrepreneuriat était pas ce qu'il est aujourd'hui, et t'avais pas. Alors moi, j'avais pas ni l'entourage, ni l'écosystème, ni aussi peut-être la bonne maturité pour savoir comment m'y prendre. Mais c'est pas mon premier coup d'essai. Et du coup, c'est quoi l'alignement des planètes qui te disent je vais me lancer sur un marché du don. À l'époque, j'imagine que le business plan est pas si évident que ça à trouver quand tu veux que les gens se donnent des objets gratuitement entre eux. Difficile de leur dire de payer un abonnement au milieu. Donc il y a pas toutes les idées et l'expérience que tu as aujourd'hui, quelques années après. C'est quoi les planètes alignées qui font que tu te dis en fait je vais m'engager en fait sur cette valeur d'usage? Je pense qu'il y en a plusieurs. C'est vraiment une appétence pour le sujet. Tu vois, le sujet m'intéresse. Je vois qu'il est positif, que les gens sont engagés, franchement, dès le début, il y a quand même une belle énergie qui sort de ce projet. Tu vois, les gens accrochent, les gens donnent, etc. Des fois ils arrêtent, des fois ils reprennent. Enfin, tu sens qu'il y a une traction, que ça intéresse les gens, et toujours des retours très positifs, très encourageants. J'en ai encore pas mal, hein, tu vois, il y a des gens qui m'écrivent, qui disent c'est super Give, merci, j'ai réussi à m'équiper pour telle et telle raison. Enfin, c'est extrêmement positif, c'est ultra gratifiant, et ça très tôt. Donc c'était des bons signaux. Donc il y a l'appétence, il y a les retours des utilisateurs. Après, avec un mélange peut-être de conviction et de naïveté, on va dire. Moi, je venais du secteur de la publicité, tu vois. La clé de la publicité, c'est l'audience. C'est ultra mécanique. Plus t'as d'audience, plus en face t'as de revenus. C'est aussi basique que ça. Audience égale revenu. Et voyant le potentiel d'audience, de récurrence, etc., et en se disant, oh là là, mais ce truc, ça peut être gigantesque, même si ça semble, et je le sais, assez contre-intuitif, voire paradoxal de se dire, un sujet éco-responsable, on va le monétiser avec de la pub. Je venais de ce secteur-là, donc je me suis toujours dit, bon, le point de départ, ça peut être le média, et on trouvera quelque chose, tu vois. On va construire un modèle. Donc, on avait déjà l'idée d'abonnement. Enfin, voilà, on a eu quelques idées comme ça, grattées sur le papier, en se disant, on testera. Quoi qu'il en soit, porté par cette audience et cette énergie et la récurrence et le besoin, etc. Voilà, peut-être un peu naïvement, hein, et tant mieux, sinon on l'aurait pas fait. On s'est dit, si l'usage et si l'audience accroche, on trouvera. Alors je te dis pas qu'on a trouvé. D'un côté, on cherche encore parce qu'on a trouvé. Tu vois, on fait des chiffres d'affaires, on a un modèle qui tient la route, mais qui est pas encore extrêmement mature. Ouais, d'accord. Et tu vois aujourd'hui, par exemple, dans cette notion d'engagement là que tu as avec cette notion du don, tu vois des concurrents qui se positionnent là-dessus. Est-ce que c'est une économie pour toi qui se développe? C'est une très bonne question. Alors sur l'usage du don pur, oui, on a toujours eu des concurrents, hein, si tu veux. D'ailleurs, on n'est pas la première plateforme de don. On est la première à cette échelle application mobile de don, ça c'est sûr, en France. On en a eu quelques-unes qui se sont lancées en même temps que nous. Et d'ailleurs, honnêtement, avec la quasi-majorité des entrepreneurs qui montaient ces projets-là, on échangeait, tu vois, on co-construisait. C'était super intéressant. T'as un site historique, hein, qui a été créé, je crois, en 2005, qui s'appelle donon.org, qui est pas en mobile, etc. Et je sais, alors je les connais pas, hein, je sais que l'activité des gens qui ont des fondateurs qui ont lancé ça est pas leur activité principale, donc ils ont plein de sites, enfin, tu vois. Donc, il y a peut-être pas un focus aussi fort que nous, on l'a mis sur notre sujet. Peut-être qu'on arrivait avec un regard nouveau, un peu de fraîcheur, voilà, sur ce sujet, mais aujourd'hui, non, on n'a pas de véritable concurrent direct en France. On a plein de services qu'on pourrait qualifier de concurrents indirects, mais encore une fois, c'est plus des services avec lesquels on essaie de créer des synergies. Tu vois, aujourd'hui, on se considère pas concurrent du Boncoin du tout. On sait que structurellement, par exemple, tu vois, l'usage de la vente, tu seras toujours dans un usage sur lequel tu as plus d'offres que de demandes. Donc structurellement, tu auras des déçus et tu auras
même si Le Bon Coin continue sa trajectoire de volume d'audience, etc., qui est incroyable, structurellement sur son marché, sur ce marché, il y aura toujours plus d'offres que de demandes. Donc, qu'est-ce qu'on fait de l'offre qui reste, tu vois? Globalement, sur le marché, voilà, des petites annonces de vente, c'est maximum, t'as 40% des annonces qui partent. Donc, quand tu ramènes ça à 30 millions d'annonces par mois sur Le Bon Coin, bon, peut-être un peu moins si t'enlèves l'IMO, l'auto, etc., parce que nous, on n'a pas à date, personne n'a encore donné un appartement. On verra, hein, peut-être. On a déjà eu des véhicules. Hein. C'est pour ça que je dis pas voiture, parce qu'on a déjà eu des véhicules. Très peu, mais on a déjà eu. Tu vois, t'as quand même un effet d'entraînement. Plus les gens comprendront qu'il faut pas jeter, plus ils vont vouloir peut-être vendre. Et donc, mécaniquement, le stock d'invendus sur ces plateformes va augmenter aussi. Donc, mécaniquement, nous, on va se retrouver avec des gens qui vont chercher des gestes éco-responsables pour donner une seconde vie, et ça va créer un effet d'entraînement sur GiftSure. Ça veut dire que pour toi, le fait d'arriver avec aussi cette notion de don, de gratuité, je vais quasiment oser le terme de cadeau pour un autre. On peut accrocher aussi les valeurs d'écologie qu'on souhaite. C'est quelque chose qui a amené à se développer, à être de plus en plus fort et à revenir vers en fait, tu passes à la maison, j'ai pas besoin de mes fourchettes, tiens, Joachim, est-ce que tu as besoin de fourchettes? Mais oui, parce que j'en suis persuadé, parce que en plus de une prise de conscience collective qui est en train de s'accélérer, qui est de plus en plus forte, etc. Tu le vois bien même sur des sujets très grand public, tu vois, par exemple sur les réseaux sociaux, il y a eu des petits bad buzz comme ça de gens qui maintenant s'affichent avec des jets privés, etc. Et tout le monde les incendie dans leur poste, alors qu'il y a 5 ans, tout le monde les aurait enviés. Tu vois, c'est comme des signaux ultra forts. Et en plus, je pense que la législation va aussi se durcir. C'est-à-dire que, tu vois, et on le voit dans d'autres pays, hein, c'est tout bête. Par exemple, en Angleterre, les encombrants sont payants. Okay, alors nous, ils sont indirectement payants parce que c'est intégré dans nos impôts. Okay, donc tu payes pas quand tu donnes ton canapé à la mairie et tu payes pas à la déchette. Moi, j'ai une conviction forte dans le fait que cet environnement va devenir de plus en plus coercitif. Et tu vois, par exemple, à Londres, si tu ne vends pas ton canapé et que tu appelles la mairie pour qu'elle vienne t'en débarrasser, ça te coûte de l'argent. Donc, quand on commence à venir aussi taper dans ton portefeuille, tu vois, bon, voilà, on en appelle plus là à ton sens de la responsabilité, de l'éco-responsabilité, etc. Mais voilà, donc tu vas devoir trouver des solutions, tu vois, pour gérer ce que t'as, parce que les gens vont pas s'arrêter de consommer. On ne pourra jamais consommer à 100% de la seconde vie, il faut pas rêver. Il va petit à petit falloir trouver des solutions, presque de gré ou de force, tu vois. Du coup, tu fais entre, je veux dire, l'éthique personnelle et l'obligation de loi. Est-ce que les deux, c'est nous amener dans un cercle vertueux et nous pousser dans la bonne direction, et donc les deux doivent être, j'allais dire, un peu des piliers de ça, ou est-ce que il y a en fait déjà, tu le sens naturellement, un élan de tout un chacun à en fait aller déjà vers ça, quoi. C'est un bon point. Là, sur ce sujet-là, ce qui est cool, c'est que la conscience citoyenne passe avant le législateur. Donc c'est plutôt chouette. C'est toujours moins contraignant. Et tu le vois sur plein d'autres sujets. Aujourd'hui, tu vois bien avec par exemple, pour les véhicules, les critères 1, critères 2, critères 3. Il y a des véhicules maintenant qui sont interdits dans certaines zones. Il y a 20 ans, il y a 15 ans, c'était peut-être impensable de dire, attention, ta voiture, là, tu ne peux plus la conduire. Elle est trop polluante. Je vis à Bordeaux, mais ça m'arrive de bouger un petit peu. Tu as déjà par exemple, des déchetteries en France où tu es limité en volume. Tu vois, c'est pas le cas à Bordeaux. À Bordeaux, tu peux amener n'importe quel volume, etc. Demain, on te dit, attention, t'as le droit qu'à tant de kilos ou tant de passages, etc. par mois. Le reste, tu vas devoir soit payer, soit rajouter, etc. Après, faut faire attention au comportement, je sais pas si je peux les qualifier de déviants ou, tu vois, ou même illégaux, hein, parce que du coup, t'as des gens peut-être qui sont scrupules, vont se dire, bon, bah, si je peux pas les amener à la déchette, je vais les foutre dans la forêt. Mais donc, en fait, tu vois, ce contexte va, quoi qu'il en soit, se tendre. Donc, aujourd'hui, je pense que la conscience collective, elle est forte, tu vois, voilà, la prise de conscience s'accélère et c'est super cool. Mais ce sera forcément accompagné de contraintes pour le citoyen sur sa conso et sa déconso qui vont être de plus en plus fortes. Et d'ailleurs, on le voit sur les pros. Tu vois, nous qui travaillons de plus en plus avec des distributeurs, la loi AGEC, là, qui a été mise en application pour les premiers volets au 1er janvier 2022, crée énormément de contraintes sur certains secteurs. Hein. Tu vois, là, par exemple, on a beaucoup parlé cette année des couverts et des réutilisables dans les fast-foods. Voilà, ça a fait un énorme... Alors, il y a plein de volets dans cette loi. Nous, on travaille beaucoup plus par exemple, sur le volet de la reprise. Aujourd'hui, alors les citoyens le savent peu, tout comme depuis 10 ans, un distributeur est obligé de te proposer de reprendre ton ancien électroménager quand il t'en vend un nouveau. Aujourd'hui, il est obligé de le faire aussi sur un meuble. C'est pas encore très populaire, les gens le savent pas encore, tu vois. Nous, même, on fait des petits sondages au sein de Give. On a vu qu'à peu près, c'est un tiers de nos utilisateurs qui savent que cette loi existe et qu'ils ont ces nouveaux droits. Pour ceux juste qui l'ont pas en tête et qui nous écoutent, la loi qu'elle porte sur le gaspillage, notamment le gaspillage alimentaire, mais l'objectif, voilà, c'est de réduire la notion du gaspillage dans plein de pans des activités. Et c'est plus concentré aujourd'hui sur les entreprises
qu'au niveau des particuliers, quoi. Encore une fois, hein, je suis pas médium, hein, mais je pense qu'il va y avoir des contraintes. Tu vois, par exemple, je sais plus dans quel pays d'Asie, tu as une carte. En fait, on limite le poids de déchets que tu dois jeter par jour, non, par mois, je crois. Et en fait, tu dois biper une carte avant de mettre tes poubelles dans des conteneurs. Et en fait, ça comptabilise le poids que tu jettes. Ouais, mais dans le Morbihan, on a déjà, sur la commune d'Arradon, t'as déjà des déchets comme ça où tu bipes à l'entrée. J'ai pas exactement en tête le détail de l'impact qu'il y a derrière, mais il y a déjà cette notion de, tu dois en gros t'identifier, quoi, au travers de ton bip, sur ce que tu jettes et la quantité, la fréquence, etc. Mais du coup, ça veut dire que pour toi, dans le fond, en gros, l'impact, il se joue pas tant sur les entreprises, quoi. Il se joue sur le particulier, Non, mais les deux, parce que, enfin, c'est un changement de système, hein, tu vois. J'ai vu une interview là, il y a pas longtemps de Jean Covici qui parlait de ce sujet, notamment sur l'impact carbone du transport aérien. Il disait, voilà, dans quelques années, tu pourras prendre l'avion 4 fois dans ta vie. T'as un crédit, t'as le droit de prendre 4 fois l'avion dans ta vie. Tu vois. Alors, c'est peut-être très exagéré, je sais pas, je suis absolument pas aussi spécialiste que lui, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pas mon intention de le devenir. Tu vois, ça c'est aussi quelque chose alors c'est pas qu'on le cultive, mais on reste des vulgarisateurs, de forts vulgarisateurs chez GIF, justement pour parler à notre audience comme nous on aimerait qu'on nous parle, tu vois, c'est-à-dire de manière très pas experte, simplifiée, des enjeux très globaux. Voilà, on est un service de grand public, de conso. On n'est pas un service d'experts. Et justement, dans cette notion de vulgarisation aujourd'hui, hein, on le voit un peu partout, j'allais dire, la notion d'écologie, elle est forte. Est-ce que pour toi, mais j'allais dire même au-delà de Give, mais à titre personnel, est-ce que c'est l'un des vecteurs qui te fait dire aujourd'hui, j'ai envie de proposer Give au maximum de personnes et de m'engager là-dedans au point d'en faire mon job, mon quotidien? Ou est-ce qu'en fait, pour toi, c'est aussi juste ce que t'évoquais un peu au début, une notion de bon sens, quoi? De dire, en fait, ce truc cet objet peut fonctionner, donc autant qu'il serve. J'ai conscience, hein, que le service, tu vois, dans son évolution et au fur et à mesure des années, a de plus en plus trouvé son public, que le momentum pour nous est très bon, tu vois. On le voit, hein, on le suit dans nos chiffres, on l'entend, on l'écoute, on est plus sollicité qu'il y a quelques années. Donc j'en ai conscience. Mais voilà, moi je suis toujours un petit peu entre les deux, tu vois. Le sujet pour moi reste du bon sens pur, pour moi perso. Après, maintenant, j'ai conscience du marché dans lequel j'évolue et des attentes. C'est-à-dire que donner n'est pas forcément un objectif écologique en soi, quoi. C'est l'un des effets corrélaires et positifs de redonner une seconde vie à un objet qu'on a chez soi. Mais en fait, on peut aussi juste et avant tout le faire par bon sens, quoi. Bon, poubelle n'est pas la solution à tout. Oui, c'est ça. Et quoi qu'il en soit, encore une fois, la mission de Give, la mission première de Give, c'est le réemploi. Tu vois, on est une plateforme de réemploi. Et la manière dont on a trouvé pour le faire, c'est le don. Tu vois, l'usage, donc voilà, notre mission, c'est le réemploi. L'usage qui nous a permis de lancer, sur lequel on est référent, c'est l'usage du don. Et puis après, voilà, comme toute plateforme, hein, on peut élargir notre gamme de services, les besoins sont ultra variés. Ce qu'il y a d'efficace dans le don, et encore plus dans l'univers de la seconde vie des objets, c'est que t'enlèves toute la subjectivité sur la valeur d'un objet. En fait, un objet, quand il est neuf, il est dans un référentiel très précis. Il n'est pas déballé, il est à peu près au même prix partout. Dès que tu le déballes, en fait, il rentre dans un référentiel qui est extrêmement flou. Et d'ailleurs, c'est ça qui crée des frictions sur les plateformes de vente. C'est que comment vraiment, tu vois, c'est un marché qui se fait un peu tout seul, l'offre et la demande s'ajustent un peu tout seul. Mais quand, tu vois, imaginons, tu as un canapé depuis 10 ans, à quel prix mettre le canapé? Finalement, le prix, ça va être ça va être un mélange entre toi, le prix psychologique, qui est aussi très lié au prix que tu l'as payé. Mais est-ce qu'il est corrélé à une valeur de marché? Pas vraiment, parce que, tu vois, ton canapé, peut-être qu'il est plus démodé, mais il est encore en très bon état. Donc, et en fait, ce sujet de la valeur, de la perception de la valeur, même plutôt, il est très complexe à matcher. Alors que l'usage du don, t'enlèves ce sujet de la perception de la valeur qui crée 80% des frictions, t'enlèves l'argent de cette transaction. Et finalement, ce que t'as à matcher, c'est une localité et un besoin. C'est tout. Et au final, c'est là, tu vois, pour pousser un petit peu, pour tirer un petit peu le fil, en fait, on n'est pas si différent de Vinted. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que sur Give, tu donnes, ok, tu récupères, le tout sans transaction, sans argent. Donc, tu peux donner un canapé, récupérer, je sais pas, une télé, n'importe quoi. Ok? Et ça se fait naturellement parce qu'en fait, le seul truc que tu as à matcher, c'est, j'en ai bien envie, ça va me servir, ok, venez demain et on cale un horaire et voilà, c'est fait, on se tape dans la main, un sourire et c'est parti. Et sur Vinted, avec leur logique, par exemple, de coffre-fort porte-monnaie, là, en fait, tu vends des trucs, tu les cagnottes et après, tu rachètes des trucs. Sans cette transaction, tu vois, sans toute cette partie transactionnelle, tu pourrais très bien, mettre à dispo tes fringues, tu vois, et en récupérer d'autres. Il va récupérer d'autres. Oui, tu pourrais avoir une forme de crédit, j'allais dire, mais qui n'est pas financier. Tu vois, et nous, c'est ce qu'on a fait avec nos petits crédits, nos petites bananes, etc., pour créer de l'équité.
J'exagère un petit peu, c'est un peu plus complexe que ça, mais Ouais, non, mais je comprends tout à fait l'idée. Par contre, il y a un point qui m'interroge dans ce que tu dis. Tu décorrèles la notion, on parle depuis tout à l'heure de don, mais on parle de don en nature, des objets et autres. Il y a aussi le don financier qui existe. Est-ce que pour toi, cette friction, quand on revient sur un don financier, elle est plus forte? Elle réexiste? Ou est-ce que le fait que le don, il soit décorrélé de la valeur d'un objet, mais plus éventuellement d'une valeur d'impact, ça le ramène un peu dans ces 20% en fait, où il y a moins de friction que tu évoquais et qu'on trouve un peu sur Give? le don financier, alors c'est très complexe. Pour nous, c'est vraiment un autre sujet. Déjà, le don, forcément, mécaniquement, il est très lié à l'associatif, tu vois, aux ESS. Nous, on travaille assez peu directement avec les ESS. On sait très bien qu'il y a des bénévoles d'asso qui ont des comptes Give et qui récupèrent des fois des objets sur Give pour les ramener à leur asso et les donner via leur asso, ce qui est très cool. On l'identifie pas tant que ça. Après, on aimerait créer des comptes associatifs. On est en train d'y réfléchir là pour savoir comment faire, de qui se rapprocher, etc. Et là, du coup, ce serait plus d'ailleurs des pros aux assos parce que tu adresses des volumes plus conséquents. Nous, on aimerait beaucoup. Ça, on l'a en ligne de mire, tu vois, devenir une plateforme tripartite dans laquelle tu as les particuliers, les pros, les assos, et finalement tu branches des tuyaux en fonction des besoins. Nous, on serait les brancheurs de tuyaux dans cette plateforme. Non, mais en fait, l'économie du don, c'est une vraie économie parallèle, et en fait, elle mériterait d'être fluidifiée. Tu vois, aujourd'hui, tu as plein de pros qui nous disent non, mais des fois, je donne pas aux assos parce que c'est compliqué pour les joindre, les dispos, les machins. Donc en fait, tu te dis, s'il y avait un outil, peut-être que les assos récupéreraient plus, peut-être que les pros donneraient plus. Enfin, il y a besoin d'outillage dans cette économie. Mais oui, le don d'argent, c'est assez particulier. Tu vois, nous, de toute façon, à partir du moment où tu parles d'argent, ça crée pas des complications, mais forcément, tu réfléchis beaucoup plus. Tu dépenses pas n'importe comment. Quand tu fais un don à une asso, tu peux le faire de manière très spontanée. Tu peux le faire aussi de manière très réfléchie. Tu vois, voilà, il faut que tu te renseignes sur l'asso, sur la cause, où va les sous, comment ils sont utilisés, etc. Nous, on le voit. Tu vois, par exemple, on pose souvent la question de pourquoi vous n'avez pas tout mis à 1 euro. Parce que votre modèle économique serait vachement plus simple et tout, vous seriez la plateforme du 1 euro. Mais au final, en fait, entre 0 et 1 euro, il y a un fossé. Tu vois, il y a un canyon. À partir du moment où tu dois dépenser même 1 euro, tu réfléchis. Ou même toi, tu vas te débarrasser de quelque chose pour 1 euro, t'es plus dans la même. Oui, est-ce qu'il vaut vraiment 1 euro? Est-ce que je pourrais pas en tirer plus? En fait, tu n'es plus dans le don. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est une des raisons, il y en a beaucoup, une des raisons pour lesquelles le don a du mal à vivre sur une plateforme transactionnelle, parce que petit 1, par défaut, tu essaieras toujours de vendre. Du coup, si on te dit qu'est-ce que tu veux faire, donner ou vendre, tu dis si j'ai le choix, autant peut-être vendre si je peux récupérer quelques euros. Et cet objet, si tu le passes en don sur cette plateforme et que quelqu'un te contacte, tu te diras toujours, mais attends, peut-être qu'en fait, il aurait pu me l'acheter. Vu que je suis dans un environnement où a priori il y a de la vente, peut-être qu'il a attendu ce malin, tu vois. Enfin bon. Et c'est pour ça que d'ailleurs, a priori, les annonces qui existent sur Give n'existent pas autre part, tu vois. Ça aussi, c'est une des différences. Les inventaires de vente sont pas du tout uniques. Tu vois, ton annonce, elle peut exister sur plusieurs plateformes de vente. Ton annonce de don, elle peut aussi, mais a priori, ça va tellement vite que t'as pas vraiment besoin de la mettre autre part. Il y a plein d'autres choses que tu peux donner. Tu peux donner de l'argent, mais c'est autre chose. Nous, on a réfléchi à un moment donné aussi, donner de son temps, tu vois. Les services, on nous en a beaucoup parlé aussi. Je vais donner du temps, je vais donner des cours, je vais aider à bricoler, etc. Pareil, c'est extrêmement. Alors, on a évidemment ce petit sujet dans un coin de notre tête. Hein. On a fait l'objet, on fait l'alimentaire, on pourrait faire les services. Mais sur la qualification des compétences, c'est extrêmement compliqué. Oui, c'est un nouveau métier et un nouveau domaine très très différent de l'objet. Ça donner du temps, ça veut aussi dire voilà, est-ce que tu as les compétences, quelle est la valeur du temps que tu accordes, est-ce qu'il y a un pote qui a déjà fait 2 heures de bricolage dans sa vie versus un maçon qui vient t'aider à poser un mur qui a 15 ans d'expertise métier. Oui, c'est ça. Ou alors ça peut être sur des trucs très très simples, mais encore une fois, ça demande à être réfléchi. C'est encore un sujet complexe. Donc le don, tu vois, nous on n'a pas encore fait le tour. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur le don là aujourd'hui entre particuliers, sur la nourriture, sur l'objet. Là, on a créé des comptes professionnels. Donc on a des entreprises qui te donnent maintenant, et on va étendre un petit peu cette relation avec les boîtes avec les pros sur d'autres services. Et toi, toute cette notion d'engagement que tu as dans ton quotidien, dans ton boulot, ça te pousse à t'engager sur d'autres trucs à côté en perso, ou c'est tellement déjà ton quotidien avec le taf que voilà, l'à côté c'est de la détente, c'est de la vie de famille, de potes. Alors j'essaie de pas me disperser. Tu vois, on a ce sujet qui est, comme tu l'as dit, une cause. Hein, c'est une mission, tu vois, qu'on s'est donnée. Mais encore une fois, hein, je le répète et je l'assume, on reste une boîte. Hein. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de créer un modèle vertueux. C'est-à-dire créer un modèle qui nous permette de créer du revenu et qui a un modèle d'impact qui est natif. Tu vois, et chez nous, c'est très simple. Plus il y a de dons,
plus on gagne de sous, plus ça nous permet d'investir dans le service, et du coup plus il y a de dons et plus ça nous gagne de sous. Tu vois, donc voilà, on est sur un modèle vraiment qui est pour nous natif en termes d'impact. Tu vois, c'est pas on n'est pas sur tu vois, on n'a pas une activité et en parallèle on va faire une bonne action. Tu vois, c'est pas j'ai une activité et si j'atteins tel niveau de chiffre d'affaires, je reverse tant. Tu vois, là on n'est pas de mon point de vue sur un modèle qui est. Oui, ton objectif c'est pas de te dire je bosse comme un chien pour reverser 10%. Ouais, voilà. Chaque utilisateur que tu gagnes a déjà du sens en lui, quoi. Ouais, c'est exactement ça. En fait, ce que je trouve assez fort, si je précise un peu mon point, t'es à 2 doigts d'être un peu un profil de fondateur d'association. Mais d'ailleurs, je sais qu'à un moment, il y a un peu eu cette question. Est-ce que Give doit être une association? Est-ce que Give va être une boîte? Aujourd'hui, c'est un modèle de boîte avec ce cercle vertueux que vous voulez créer. Mais ça reste une cause, comme tu le dis. Est-ce que du coup, en fait, c'est tellement prégnant et ça t'apporte le sens qu'il faut au quotidien et du coup, t'as pas ce besoin dans ta vie d'aller t'engager sur d'autres thématiques, sur d'autres sujets à côté, ou au contraire, est-ce que pour toi tu dis en fait il y a aussi du coup d'autres domaines dans lesquels je m'engage à titre perso au-delà du boulot, quoi. Effectivement, j'essaie d'être assez focus sur notre sujet. Après, oui, ça m'arrive encore une fois avec le temps qui me reste de m'engager un petit peu à côté. Je suis sollicité de temps en temps par des assos locales sur des fois des accompagnements un petit peu sociaux, tu vois, d'entrepreneurs, de jeunes, mais ça reste ponctuel. Pour l'instant, je suis un petit peu monomaniaque sur notre sujet, tu vois. Mais encore une fois, tu vois, je fais un petit peu de coaching de start-up sur mon temps libre aussi pour mon ancienne école de commerce qui s'appelle Kedge, dans laquelle il y a un incubateur, etc. Et en fait, j'essaie de m'appliquer ce que j'arrête pas de répéter aux entrepreneurs. Voilà, si tu restes focus, a priori, tu seras meilleur dans ce que tu fais, quoi. Et c'est ce qu'on s'applique, tu vois. On est devenu, voilà, quand même assez expert de notre sujet. Et plus on avance, en fait, c'est là où c'est extrêmement stimulant mais très frustrant. Plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a encore plus à faire, si tu veux. Tu vois, j'aurais été incapable d'anticiper ce qu'on fait aujourd'hui et le niveau d'audience, etc. Mais aujourd'hui, je me rends compte que, au final, la profondeur d'usage, d'audience, de potentiel, même de marché, est beaucoup plus conséquent que ce qu'on pensait à l'époque. Mais on n'avait pas anticipé des accélérations telles que le Covid. Tu vois, le Covid, c'est incroyable ce qui s'est passé dans la tête des gens pendant cette période-là. Et alors, quasiment tout est resté. C'est ça qui est bien. ça aurait pu être passager, ça aurait pu être éphémère. C'est vrai qu'on parle souvent des conséquences néfastes du Covid, de l'isolement, de la folie qui a pu un peu se déclarer, j'allais dire, avec tout ce que ça peut composer de niveaux. Mais il y a aussi des comportements en fait qui sont des comportements assez sains. Les gens ont trié, ont rangé chez eux, Exactement. Ont moins accumulé. T'en as une belle opportunité et c'est vrai que c'est chouette de voir que c'est des comportements qui sont pas arrêtés post-Covid avec le fait qu'on soit moins enfermé chez nous et qu'on puisse ressortir, quoi. Exactement. Donc voilà, donc je m'applique ce que je conseille à mes chers incubés. Tu vois, je reste à fond sur mon sujet et c'est pas facile parce que par contre ce qu'on fait, alors oui, ça par contre on le fait de manière, et franchement à tous les auditeurs qui écouteront ce podcast, nous on met à disposition Give pour faire la promotion d'autres sujets. Tu vois, on a des associations qui nous contactent et qui veulent voilà en faire découvrir leur asso, leur cause, etc. Et sur Give, on a une de nos lignes de revenus, c'est la publicité, parce que sur la version de l'application qui est gratuite, il y a de la pub. En fait, ces inventaires publicitaires, on les met aussi à dispo gratuitement des assos. Donc, on fait de la promo d'assos. Voilà, pour nous, c'est pas très compliqué, ça prend pas trop de temps. En général, c'est plutôt vertueux parce que t'exposes une belle cause à une audience qui est de plus en plus conséquente. Je vais t'envoyer du monde. Non, mais faut pas hésiter. Alors, en général, alors ça, c'est peut-être plus mon parti pris, mais on essaie d'aider des petites assos. Tu vois, des assos qui ont pas pignon sur rue, qui ont jamais de médias, tu vois, vraiment pour mettre en lumière, dans lesquels c'est souvent 100% de bénévoles. Tu vois, il y a pas de salariés, il y a pas de moyens. Des fois même, c'est 1 ou 2 gars. Tu vois, par exemple, à Bordeaux, une mise en avant d'asso, je crois, a permis la création de l'antenne locale de l'asso. Et c'est une asso sur l'accompagnement des enfants malades et ça, donc rien à voir avec ce qu'on fait, etc. Mais c'est une opportunité de l'ADN de la plateforme que tu arrives à faire ressurgir par un autre biais, quoi. Oui, voilà. Donc tu vois, je mets pas forcément à dispo mon temps et mon énergie parce qu'encore une fois, j'en ai pas beaucoup et je reste très focus sur mon sujet, qui d'ailleurs intrinsèquement a beaucoup de rebonds. Tu vois, le réemploi, un rebond solidaire, le réemploi, un rebond de lien social. Donc tu as plein de rebonds liés à ce sujet du réemploi local. Mais par contre, voilà, on arrive à mettre des ressources à dispo en interne pour aider d'autres assos. Franchement, magnifique. Je suis assez bluffé parce que, tu vois, j'avais pas mal creusé, mais typiquement, ce dernier point là qu'on évoque, je l'avais pas du tout sur Give. Et je trouve ça assez canon. En fait,
Des fois, c'est des mises en avant locales, hein, tu vois, quand on a eu à Bordeaux vraiment des assos qu'on a mis juste en avant de manière géolocalisée que en Gironde. Tu vois, parce qu'elles n'ont pas vocation à exister. Par exemple, des fois, c'est pour la promo d'un événement qui va, tu vois, on va pas faire une mise en avant nationale exposée à des centaines de milliers de personnes, un événement qui peut accueillir 100 personnes, tu vois. Mais franchement, faut pas hésiter à nous contacter. Si on peut le faire, on le fera. Par quel biais on peut te contacter pour ça? Sur LinkedIn ou via notre site, via Give, il y a un mail de contact. Tout nous arrive directement, donc on regarde tout ce qui passe et en général, on répond à tout le monde. Très bien, mais je vais mettre tout ça dans la description du podcast. Pour ceux qui écoutent, n'hésitez pas à aller voir la description, le LinkedIn de Hakim et le contact de Give. Chers amis membres d'associations, foncez. C'est des belles opportunités et je trouve ça chouette. C'est souvent les boîtes, on a plutôt la vision de on va mettre X milliers d'euros, X% de notre CA à disposition par un fonds de dotation et tout. Et je trouve que cette logique un peu du don en nature, c'est l'ADN aussi de Serve de Give, mais je trouve ça assez modélisant que au sein de la plateforme. Bah oui, et puis tu sais, nous on reste une petite boîte, hein, on est une quinzaine de personnes dans la boîte. On n'a pas non plus beaucoup de moyens. Donc on met les moyens qu'on a à dispo, tu vois. Donc effectivement, on peut pas financer. On nous sollicite de temps en temps pour du sponsoring, du mécénat, tu vois, financier, etc. À chaque fois, malheureusement, on peut pas, tu vois. Mais à chaque fois, on dit, par contre, ce qu'on peut faire, on peut vous mettre en lumière, on peut vous aider là-dessus, etc. Les assos acceptent pas toujours parce que des fois, c'est pas leur focus, tu vois. Ils sont pas toujours intéressés. Mais voilà, ça, on est très content de le faire. Ouais. Canon. Merci beaucoup, Hakim, pour ce bel échange, à la fois autour de Give, de ton engagement et de cette économie circulaire qui est importante. Sur Génération Bien Commun, on parle souvent du don dans sa dimension financière, mais il n'y a pas que ça. Tout à fait. Le don, c'est très large. Et c'est assez chouette de voir, effectivement, qu'entre les plateformes de services ou les plateformes de dons d'objets, il y a quand même une vraie mobilisation, une vraie prise de conscience en France et même dans le monde si on est un peu plus large, mais en tout cas en France elle est présente et ça fait plaisir. Ben, c'est gentil, merci beaucoup. On va continuer de travailler, on a encore du boulot. Bah écoute, ouais, top et bravo en tout cas à toute l'équipe aussi qui te suit et qui t'accompagne là-dedans. Bon courage les gars, c'est du bon taf. je leur transmettrai, de toute façon je transmettrai le podcast et c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'eux mais on a une super team. On en est très fiers avec Florian. Encore une fois une équipe qui est très équilibrée dans son engagement. C'est-à-dire que on n'oublie pas où on est, on sait pourquoi on bosse, mais on va pas verser dans le surmilitantisme. Ça biaiserait notre regard et la manière dont on pourrait bosser, etc. Et on pense pas évidemment que business. Donc on essaye d'être vraiment équilibré. Génial. Merci beaucoup Hakim pour ce... Merci à toi, merci beaucoup. Et chers auditeurs, à très vite. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.